Merci de votre fidélité à Radio Mayori Campus. Ravi de vous retrouver. J'accueille Maître Déborah Diallo. Bonjour. Bonjour. Vous êtes avocate. Est-ce que vous pouvez retracer pour nous votre parcours universitaire, maître? Alors, j'ai débuté mon parcours universitaire à Paris, aux universités Paris 1 et Paris Sud 11. J'y ai réalisé mes 4 premières années de droit, dont la troisième en Erasmus en Grèce. Puis j'ai rejoint Strasbourg, dans l'est de la France, où j'ai réalisé ma 5e année de droit, en droit international européen, mention droits humains. Et après tout ça, j'ai passé l'examen du barreau que j'ai obtenu avant d'entrer à l'école régionale des avocats du Grand Est. Et pourquoi avez-vous choisi de devenir avocate? Je pense que ça a toujours été une évidence pour moi depuis l'enfance, parce que j'ai toujours été très sensible à ce qui me semble être une injustice et je voulais pouvoir défendre tout simplement. Après, j'ai sans doute aussi été influencée par ma vision de ce métier au regard de certains films que j'avais vus, comme Philadelphia avec Denzel Washington, Ouais, où on qui réalise est, qu'un avocat ouais, peut qui, contribuer à rendre justice à une personne, mais également participer à un débat qui est susceptible de faire évoluer les mentalités sur des questions de société. Denzel Washington qui vient d'être nommé par le prestigieux New York Times New York Times. l'acteur du siècle. Rien que cela. Et il le mérite tellement. C'est mon acteur préféré. Et ben voilà. Et à quand remonte votre engagement auprès des femmes victimes de violences physiques? Vous savez que le 25 novembre était la journée internationale pour l'élimination de la violence faite aux femmes. Tout à fait. Bah, écoutez, pour moi, c'est un engagement qui est assez ancien parce que je sais à quel point c'est tristement commun, ces violences faites aux femmes. Qui n'a pas vécu en tant que femme des violences ou connu des personnes l'ayant vécu? Donc, pendant mes études, j'avais creusé cette question pour en comprendre les origines et les moyens de lutte, en rédigeant un mémoire dessus et en interrogeant des psychiatres ou des personnalités du monde judiciaire, mais surtout les premières concernées. En parallèle, j'avais fait un stage au Conseil de l'Europe, au Comité sur l'égalité et la non-discrimination et le réseau Women Free from Violence. Et aujourd'hui, je suis fière de dire que mon engagement est plus fort que jamais et que j'ai surtout des outils en tant qu'avocate qui me permettent de contribuer à mon niveau à la lutte contre les violences faites aux femmes. Est-ce que justement vous pouvez nous parler de la situation de ces femmes que vous rencontrez, que vous accompagnez, que vous aidez? Bien, cette situation, il faut le dire, elle est catastrophique parce que les violences subies par les femmes sont multiples, c'est-à-dire qu'elles sont psychologiques, elles sont physiques et elles sont sexuelles également. Ce sont des violences qui sont généralisées et ce sont clairement des violences qui vont en s'aggravant au fil des années, notamment ces 2 dernières années pour la France. En France, une femme décède tous les 2 jours sous les coups de son conjoint et en Europe, c'est la première cause de mortalité pour les femmes. Et c'est quand même hallucinant au XXIe siècle quand on prend le temps d'y penser. Mhm. Et que faudrait-il faire pour que cette spirale cesse, que le législateur peut-être aille plus loin dans ses textes, puisqu'il y a déjà une certaine volonté manifeste d'instaurer, de rendre effectif cette égalité homme-femme. Tout à fait, vous avez raison de le mentionner. Les lois, c'est un premier pas. Mais bon, des lois, on en a beaucoup. Et on se rend bien compte qu'en pratique, ce n'est pas susceptible de changer une réalité qui nous dépasse finalement. Mhm. Dans un premier temps, il faudrait clairement un meilleur accompagnement des personnes victimes de violences, ce qui se traduirait par une formation adaptée des policiers en charge des réceptions des plaintes, mais également un accompagnement dans la collecte d'éléments de preuve, comme des certificats médicaux, des photographies, des attestations de témoignages, pour éviter les nombreux classements sans suite. Parce qu'une femme qui essaie de s'en sortir alors qu'elle est en situation de danger, dans une situation d'urgence où il lui faut des réponses rapides en termes de logement, d'accueil médical et de réponse judiciaire, n'est pas forcément à même de penser à tous ces éléments-là. Elle a vraiment besoin d'être accompagnée immédiatement. C'est pourquoi c'est clairement les politiques étatiques qui permettent de déterminer quelle est la qualité de cet accompagnement pour une femme en situation vulnérable. Mhm. Maintenant, il faut le dire également, la question de la prévention est également fondamentale. Et ça passe par l'éducation. Et là-dessus, nous sommes tous concernés et responsables. Alors vous êtes né en France, d'origine africaine. Est-ce que en Afrique, cette problématique prend une ampleur plus importante encore qu'en Europe? Écoutez, je ne le crois pas. Je pense que tristement, les États
se rejoignent sur ce traitement qui est accordé aux femmes. Finalement, quel que soit l'état du monde, les chiffres sont toujours importants pour les violences faites aux femmes. Et je pense qu'à l'inverse, on a un débat qui est très important actuellement en Afrique. Et à mon sens, la situation a vocation à s'améliorer dans les années à venir parce qu'il y a des politiques qui sont mises en place progressivement, parce qu'il y a un débat qui se fait et surtout parce que la jeunesse, peu à peu, se fait entendre. Mhm. Donc, vous avez observé malgré tout une certaine amélioration de la situation. Alors oui et non, une amélioration quand il est question du débat, ça c'est une certitude parce qu'on en parle Mhm. plus, Ouais. c'est moins un sujet tabou qu'il y a plusieurs années. Par contre, je considère pour la France, là où je réside, que la situation, elle se dégrade parce que ce sont les chiffres qui parlent. Il y a plus de décès de personnes qui sont victimes de violences intrafamiliales en 2019 qu'en 2018. Les chiffres ont augmenté. Et pour ce qui est de l'année 2020, même si les chiffres ne sont pas encore arrêtés, il faut tout de même constater que durant le premier confinement, il y a quelques mois, les signalements en la matière ont augmenté de 30%. Donc on peut très clairement parler d'aggravation dans les faits. Mhm. Est-ce que les mouvements MeToo ou Balance ton port ont libéré la parole des femmes? Oui, très clairement, je pense que ça a contribué à libérer, à décomplexifier finalement la parole de la femme qui est victime, parce que c'est essentiellement des femmes qui sont victimes de ce type de fait. Donc on parle des violences physiques ou des violences sexuelles. Maintenant, ça ne doit pas être aussi simple, c'est-à-dire que je ne crois pas que le fait de combattre ces violences se limitera à des hashtags. Il faut des politiques qui soient concrètes. C'est Ouais. ça qui nous intéresse parce que un hashtag, c'est intéressant sans doute sur Twitter. Maintenant, les femmes victimes de violences, à mon sens, attendent des réponses concrètes et des réponses concrètes, c'est des réponses judiciaires avant tout. Mhm. Est-ce que cela vous arrive de voir arriver dans votre cabinet des hommes également victimes de violences? Ça arrive beaucoup plus rarement, pour être honnête. Ça arrive beaucoup plus rarement, mais ça arrive. J'ai par exemple eu récemment une personne qui est venue, un homme, pour m'indiquer qu'il avait été victime de violences sexuelles durant son enfance et qui souhaitait que j'engage une plainte, qu'en tout cas que je l'accompagne dans ce cadre-là. Donc très clairement, il ne faut pas partir du postulat qu'il n'y a que les femmes qui sont victimes de ça. Elles sont très majoritairement victimes de cela, mais lorsque je parlais des personnes qui décédaient tout à l'heure, on est à peu près à plus de 170 décès l'année dernière pour des violences intrafamiliales, donc par conjoint. Mais dans ces chiffres-là, il y a des hommes également. Alors, c'est à peu près une vingtaine, donc le ratio est assez faible, mais le ratio existe tout de même. Mhm. Alors on parle de violence faite aux femmes, mais depuis quelques années, vous avez fait de l'excision votre cheval de bataille, notamment sur le continent. Est-ce que vous pouvez nous parler de cet engagement et de ces actions que vous menez? Oui, c'est devenu très, très important pour moi parce que je me suis rendu compte que c'est un phénomène qui touche énormément de jeunes filles et de jeunes femmes à travers le monde. C'est 200 millions de personnes, 3 millions de fillettes par an et c'est tristement méconnu. C'est très étonnant. C'est quand même une forme de violence qui est assez inouïe déjà dans l'acte lui-même puisque, il faut le dire, c'est l'ablation La- qui est faite du clitoris C'est une espèce de pour barbarie, nommer. clairement. C'est la barbarie. C'est clairement de la barbarie. Il faut mettre des mots dessus. Je sais que c'est difficile d'en parler pour ces personnes parce que c'est un sujet tabou, puisque là, on a attrait à l'intimité elle-même. Mhm. Maintenant, le débat doit s'ouvrir. Il est vraiment temps parce qu'il y a des décès. Il y a beaucoup de jeunes filles, de fillettes, des bébés qui en meurent parce que c'est une pratique qui est clairement anormale. C'est une pratique qui est d'une violence inouïe et puis qui a des conséquences qui sont irréversibles. C'est-à-dire que ces femmes-là, elles continuent quand elles survivent, d'en souffrir pour le reste de leur vie. On sait que les conséquences, elles sont psychologiques, mais aussi physiques. On a des hémorragies, on a des difficultés à faire des enfants, on a des risques de fausses couches. Donc c'est vraiment des difficultés, des violences qui persistent jusqu'à la fin de votre vie. Et au nom de quoi? D'un idéal de pureté qui est clairement dépassé aujourd'hui. Mhm. Et quelle forme comptez-vous donner à votre engagement dans les années qui viennent? Je dirais aussi important, aussi fort que possible. D'abord dans le cadre de ma profession où je suis amenée régulièrement à accompagner et à défendre des femmes, mais aussi parfois des hommes, on l'a vu, qui sont victimes de violences de toutes sortes. Donc clairement, continuer de défendre comme avocate
mais également me servir de tribune lorsque cela m'est possible. Et comme j'ai pu le faire, par exemple, lors du concours international de plaidoirie du Mémorial de Caen, où j'avais choisi justement cette problématique des mutilations génitales, ou alors par des actions concrètes de sensibilisation, comme j'ai déjà pu le faire pour plusieurs associations. Oui. Alors, vous êtes issu de l'immigration, vous êtes aujourd'hui avocate. Pour vous, c'est une revanche sur le racisme, sur la vie en France, en Occident? Je dirais que plutôt qu'une revanche, je parlerais d'un accomplissement personnel, parce qu'une revanche, ça s'inscrit toujours par rapport à l'autre. Et je pense que pour réussir, parfois, il faut savoir avoir des œillères. C'est une réalité, le racisme, il faut le dire. Maintenant, ça nous empêche pas de réaliser ses propres accomplissements, ses propres rêves. Ça nous crée beaucoup d'obstacles sur la route, mais à la fin, je dirais que la victoire est encore plus savoureuse. Il faut rappeler que votre cabinet se trouve à Strasbourg. Vos clients sont toute typologie de De toute partout. de tout taux de mélanine. Ah, j'ai des, d'accord. j'ai des personnes de partout, j'ai des personnes, évidemment des Strasbourgeois, hein, puisque c'est là où je réside actuellement. Maintenant, tout dépend du contentieux. Forcément, en droit des étrangers, j'ai des personnes de nationalité étrangère qui font appel à moi. Maintenant, clairement, j'ai des personnes de toute origine, de toute classe sociale, de tout sexe. J'ai tout type de personnes comme clients et c'est aussi la beauté de mon métier, je le pense. Maître Déborah Diallo, merci. Merci à vous de m'avoir invité. Merci pour vos questions.